Bienvenue dans cette nouvelle exploration à partir des sources que vous nous avez confiées. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un livre qui a voulu dynamiter et reconstruire notre vision du réel, Process and Reality d'Alfred North Whitehead, une ambition absolument folle, non? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Publié en 1929, mais basé sur des conférences données juste avant, en 27-28, c'est vraiment le texte fondateur de ce qu'il appelle sa philosophie de l'organisme. C'est dense, c'est exigeant, mais ça propose une cosmologie radicalement nouvelle pour le XXe siècle. Il essaye de réconcilier la pensée ancienne, Platon par exemple, et la science moderne qui émergeait, la relativité et les débuts de la quantique. Et le personnage lui-même était assez particulier, hein. Bertrand de Russell, avec qui il avait quand même écrit les Principia Mathematica, raconte cette anecdote. Ah ouais. Whitehead qui justifiait de ne pas répondre à son courrier en disant que ça l'empêchait de faire son travail original. Ça donne une idée de l'obsession créatrice du bonhomme, hein, prêt à sacrifier les détails, y compris apparemment relire à fond son propre manuscrit. Tout à fait. L'urgence pour lui, c'était vraiment de mettre en forme ses idées neuves, quoi. Bon, notre but ici, ce n'est pas de faire un cours exhaustif, ce serait impossible en si peu de temps, Non, bien sûr. mais plutôt d'essayer d'extraire l'essence, les pépites de cette pensée. Comment Whitehead essaye de nous faire voir le monde non plus comme un ensemble d'objets, là, statiques, mais comme un flux constant de processus, tous interconnectés. C'est ça le cœur de notre exploration aujourd'hui. D'accord, alors entrons dans le vif du sujet, hein. Comment il s'y prend dans ce livre énorme? Il annonce une structure en 5 parties, c'est ça? Ça commence par sa méthode et un aperçu de son système, son schème d'idées. Oui, voilà. Il pose des bases, sa méthode, et il donne un résumé de son schéma général. Et ensuite, il confronte ce schéma aux grands noms de la philo. Descartes, Newton, Locke, Hume, Kant. Il veut montrer que son système permet de dépasser les impasses dans lesquelles ils se sont, selon lui, retrouvés. D'accord. Et chose intéressante, il voit sa démarche comme un retour à une pensée avant Kant, une pensée qui pour lui n'était pas encore piégée dans certaines dichotomies que Kant aurait solidifiées. Donc il commence par dialoguer avec le passé pour justifier sa propre approche. Et ensuite, Il développe ses propres idées. exactement, les parties 3 et 4, là c'est le cœur du réacteur. Il développe sa propre cosmologie avec ses concepts bien à lui, parfois un peu déroutants au début, on va le voir. Hmm. Et la 5e partie, c'est la conclusion. À quoi tout cela mène-t-il? En gros, il y esquisse des parallèles, par exemple, avec l'idéalisme de Bradley, mais en l'ancrant, et c'est important, dans une perspective réaliste. Ce qu'il faut bien saisir, j'imagine, c'est que ce n'est pas juste une série de discussions séparées, c'est un système qui se construit petit à petit, brique par brique, c'est ça. Tout à fait. Les notions comme le temps, l'espace, la perception, la causalité, tout ça est repensé au fur et à mesure que la cosmologie se déploie. Tout est lien. C'est une vraie architecture complexe. Et comme tout bon architecte qui veut construire du neuf, il commence par démolir l'ancien. J'ai lu qu'il s'attaquait notamment à la notion de substance. Oui, c'est son premier grand chantier de démolition. Il rejette radicalement cette idée, qui vient d'Aristote et qu'on retrouve très forte chez Descartes, qu'il existe des sortes de supports fondamentaux, immuables pour les qualités qui, elles, changent. L'idée qu'il y a une pierre, la substance, qui aigrise la qualité. Whitehead dit que ça ne tient plus la route. Précisément. Il montre que cette idée, un peu simpliste quand on y pense, de la substance comme support, elle échoue dès qu'on regarde d'un peu plus près. Que reste-t-il de la substance pierre quand on passe aux molécules, aux atomes, au champ d'énergie quantique? Le concept s'évapore complètement. Hmm. Pour Whitehead, cette notion de substance est très liée à une sorte d'obsession pour la forme logique sujet-prédicat, S et P. Un héritage d'Aristote qu'il juge néfaste, qui a biaisé notre métaphysique pendant des siècles. C'est une critique assez radicale, hein. Ça touche à la base même de notre façon de parler du monde. Et il ne s'arrête pas là, visiblement. Il critique aussi l'empirisme et le rationalisme classique. Oui, il cherche une sorte de voie médiane. D'un côté, contre un empirisme trop rigide, il dit que la métaphysique, on ne la découvre pas juste en observant les détails, parce que ces grands principes sont toujours là dans chaque expérience. D'accord. Mais de l'autre côté, il se méfie beaucoup du dogmatisme rationaliste, celui qui s'inspire trop des maths ou de la religion. Pour lui, la philo, ce n'est pas une démonstration mathématique. C'est plutôt une aventure expérimentale, une généralisation progressive à partir de l'expérience et toujours révisable, jamais définitive. Une sorte d'exploration guidée par la logique et l'expérience, mais sans chercher la certitude absolue. Il insiste aussi beaucoup sur les limites du langage, si j'ai bien compris. Énormément. Pour lui, aucune phrase ne capture jamais parfaitement une idée.
Le langage est toujours approximatif, elliptique. Il faut un saut de l'imagination de la part de celui qui écoute ou qui lit. Ah oui, oui. Oui. Et il dit que les systèmes philosophiques qui sont bien établis, ils nous donnent une fausse impression de précision, parce qu'on s'habitue à leurs mots, mais c'est souvent trompeur. D'accord, donc prudence avec les mots et les systèmes trop bien ficelés. Une autre cible importante pour Whitehead, c'est la façon dont Locke, Hume et même Kant ont pensé l'expérience. Très centré sur le sujet, sur les sensations. Exactement. Il rejette ce qu'il appelle le principe subjectiviste, en gros l'idée que toute notre expérience du monde vient de nos sensations internes, et le principe sensationnaliste, qui dit que les sensations, les couleurs, les sons, etc., sont les données les plus primitives, les plus fondamentales. Et qu'est-ce qu'il propose à la place alors? Si ce ne sont pas les sensations, qu'est-ce qu'il y a au fondement de l'expérience pour lui? C'est là qu'il renverse vraiment la table. Pour Whitehead, l'expérience la plus fondamentale, la plus primitive, ce n'est pas la sensation claire et distincte, genre voir du rouge. C'est un sentiment, il utilise le mot anglais feeling, qui est très large, une sorte de tonalité émotionnelle directe, une perception presque viscérale de notre connexion au monde, de notre propre devenir, de l'influence du passé sur nous. Ah oui, carrément. Les sensations claires, elles viennent après, elles sont dérivées de ça. C'est tout l'inverse de Hume, en fait. Et il refuse aussi la coupure nette de Descartes entre l'esprit et la matière, le sujet et l'objet. Pour lui, faire l'expérience, c'est, je cite de mémoire, la jouissance de soi d'être un parmi d'autres. Il y a une dimension relationnelle et affective dès la base. Ok, là on touche vraiment au cœur de sa nouveauté. Il déconstruit l'ancien modèle pour proposer cette vision où le ressenti, le feeling et la relation sont premiers. Et comment il appelle les briques fondamentales de cette nouvelle réalité qu'il construit? Il les appelle les entités actuelles, actual entities, ou parfois les occasions actuelles, actual occasions. Ce sont les faits ultimes, si on veut, les unités fondamentales de la réalité. Mais attention, le piège, ce serait de les imaginer comme des petites choses statiques. Justement, il vient de critiquer la substance statique. Donc ces entités actuelles sont quoi? Des événements? Des processus? C'est exactement ça. Ce sont des processus dynamiques de devenir, d'autocréation. Chaque entité actuelle est une concrétience. C'est le processus par lequel l'univers multiple, c'est-à-dire les influences du passé, les potentialités disponibles, se rassemblent, s'unifient pour former une nouvelle unité d'expérience. Une unité individuelle et déterminée. C'est comme un happening, un moment d'unification créatrice. D'accord. Et il insiste, la réalité est incurablement atomique à ce niveau-là. L'actualité, ça se produit par gouttes d'expérience discrètes. La continuité, elle appartient plutôt au domaine du potentiel, pas de l'actuel. Donc l'univers serait comme une sorte de bouillonnement de myriades de petites étincelles d'expérience qui naissent et meurent sans cesse? Et comment ces étincelles, ces entités actuelles, interagissent-elles? Alors, ça se fait via ce qu'il nomme les préhensions. C'est un concept absolument clé, qui remplace les idées classiques de perception ou de représentation. La préhension, c'est l'acte fondamental par lequel une entité actuelle, qui est en train de se former, eh bien, elle incorpore ou elle ressent, feels, le fameux mot, d'autres entités, celles du passé, ou des potentialités, les objets éternels, on y viendra, dans sa propre constitution. C'est un processus actif d'intégration. Ressentir, le mot est fort en effet. Ça voudrait dire qu'il y a une forme de subjectivité un peu partout, même au niveau le plus basique de la réalité? C'est l'idée radicale, oui. Une préhension, elle a un caractère vectoriel, dit-il. Elle pointe vers ce qui est préhendé, le passé, le monde extérieur, et surtout, elle implique une dimension affective, évaluative, une sorte de but. Ce n'est pas juste une réception passive d'informations, loin de là. D'accord. Il distingue aussi les préhensions positives, les feelings au sens strict, qui intègrent activement une donnée, et les préhensions négatives qui sont des exclusions actives. C'est important aussi. Exclure certaines possibilités, c'est aussi une manière de définir ce que l'entité devient. Et il parlait d'objets éternels tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ça, par opposition aux entités actuelles qui sont des processus concrets? Alors, les objets éternels, ce sont les potentialités pures. Les formes abstraites, les qualités, les relations, la rougeur en soi, la circularité, une relation mathématique. Ce ne sont pas des choses concrètes, mais des possibilités de détermination. Et elles peuvent venir s'incarner, c'est ce qu'il appelle leur ingression, dans les entités actuelles concrètes. C'est comme ça qu'une entité actuelle obtient son caractère défini. Par exemple, cette fleur actuelle est rouge parce que l'objet éternel rougeur y a fait ingression. D'accord. On a donc des processus concrets, les entités actuelles, qui intègrent, qui préhendent le passé, et des potentialités pures, les objets éternels.
Et qu'est-ce qui met tout ça en mouvement? Quelle est la force motrice derrière tout ça? C'est ce qu'il appelle la créativité. Alors attention, c'est le principe ultime de l'univers pour lui, c'est même plus fondamental que Dieu dans son système. La créativité, c'est cette poussée vers la nouveauté, c'est l'avancée créatrice incessante du monde, le processus universel par lequel le multiple devient un, donnant naissance à des nouvelles entités actuelles. Les entités actuelles sont les créatures temporaires de cette créativité fondamentale et universelle. Ça a l'air très vivant, très dynamique, presque biologique comme vision. Il y a un autre principe qui semble très important chez lui, c'est le principe ontologique. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? En gros, ça veut dire que tout doit avoir sa raison d'être dans le monde réel, c'est-à-dire ultimement dans des entités actuelles spécifiques. On ne peut pas expliquer quelque chose en faisant appel à une abstraction pure qui n'aurait aucun ancrage dans des faits concrets. D'accord. Toute explication doit remonter au final à des décisions prises par des entités actuelles. Être, pour Whitehead, c'est être une raison potentielle pour quelque chose d'autre. C'est avoir la capacité d'influencer. C'est aussi ce principe qui assure la cohérence de son système. Il dit « aucune entité ne peut être conçue en abstraction complète du système de l'univers. Tout est interconnecté, tout se tient. » Décision. Encore un terme qui suggère une forme d'agentivité un peu partout. Si chaque entité actuelle est une sorte de micro-décision qui unifie le multiple qui la précède, comment est-ce qu'on arrive aux structures plus stables qu'on observe? Les objets, les organismes. Ah, voilà une bonne question. Là, il introduit les concepts de nexus et de société. Un nexus, au pluriel c'est aussi nexus, c'est juste un ensemble d'entités actuelles qui sont liées entre elles d'une manière ou d'une autre. C'est juste un fait de liaison, un être ensemble. D'accord, juste un regroupement. Voilà. Une société, par contre, c'est un nexus plus structuré. C'est un nexus dont les membres partagent une caractéristique essentielle, une forme commune, qu'ils héritent les uns des autres au fil du temps, de manière génétique en quelque sorte. Une société, elle s'auto-entretient grâce à cet héritage. Donc, un objet physique comme une table ou même un électron serait une société d'entités actuelles? Exactement ça. Un électron, ce serait une société avec un ordre personnel très simple et stable. Une lignée d'entités actuelles, ou d'occasions d'expérience, qui se succèdent en héritant une forme commune de manière très très stable. Une table, c'est une société beaucoup plus complexe, une sorte de démocratie de société plus simple peut-être? Et l'ordre qu'on voit dans la nature, les lois physiques. Pour Whitehead, cet ordre émerge justement de ces sociétés dominantes qui structurent notre époque cosmique, par exemple l'époque électromagnétique actuelle. Les lois de la nature ne sont pas des décrets éternels gravés dans le marbre. Ce sont plutôt les habitudes stables de ces sociétés dominantes. Elles pourraient même changer si les sociétés dominantes changeaient. Les lois physiques comme des habitudes. Ça réconcilie bien cette idée de flux constant, tout coule, comme disait Héraclite, avec la permanence qu'on observe quand même dans les choses, les montagnes, etc. Whitehead insiste sur cette dualité entre le flux et la permanence, non? Oui, tout à fait. Il reconnaît qu'on a ces deux intuitions très fortes. Et il distingue deux types de processus ou de flux. D'un côté, il y a la concrescence. Ça, c'est le processus interne à la constitution d'une seule entité actuelle. Son passage de la multiplicité des données potentielles à l'unité actuelle est défini. C'est guidé par son but subjectif, sa finalité interne. D'accord, le devenir interne. Et l'autre flux? L'autre flux, c'est la transition. Ça, c'est le processus externe par lequel une entité actuelle, une fois qu'elle est achevée, elle périt en tant que sujet actif, dit-il, devient une donnée objective, une cause efficiente, immortelle, qui va influencer la congression des entités futures. C'est le passage du présent au passé et l'influence causale du passé sur le présent qui advient. Cette dualité, on la retrouve aussi dans sa théorie de la perception, qui est assez originale, elle aussi. Il ne parle pas juste de voir ou d'entendre de manière simple. Non, pas du tout. Il distingue deux modes fondamentaux, deux modes purs de perception. Le mode le plus primitif, le plus fondamental, c'est celui de l'efficacité causale. C'est ce sentiment un peu vague, viscéral, souvent chargé d'émotion, de notre connexion directe au passé immédiat. C'est sentir la pression causale du monde sur nous, l'influence des événements passés, même ceux d'il y a une fraction de seconde, qui nous constituent. C'est une perception directe de la causalité, avec ce fameux caractère vectoriel qui pointe du passé vers nous. Une sorte de perception de l'influence subie. Et le second mode, alors? C'est celui de nos sensations habituelles, j'imagine. C'est ça.
Il l'appelle l'immédiateté présentationnelle. Ça, c'est la perception claire et distincte des formes, des couleurs, des sons qu'on localise dans l'espace autour de nous, dans le présent. C'est ce que la science utilise pour faire ces mesures précises. Mais, pour Whitehead, attention, ce mode est dérivé. Il est secondaire et il est lié à des processus physiologiques complexes dans les organismes supérieurs comme nous. Il implique une sorte de projection des qualités sensorielles, les sensa, sur le monde extérieur. Donc on aurait une perception de base très connectée au passé causal et une perception plus élaborée, plus visuelle si on veut, focalisée sur le présent spatial. Comment les deux s'articulent dans notre expérience de tous les jours? Parce qu'on a l'impression de ne faire qu'un, non? Mais c'est là qu'intervient ce qu'il nomme la référence symbolique. Dans notre expérience humaine, typiquement, l'image claire de l'immédiateté présentationnelle, par exemple, on voit une forme grise et dure, vient symboliser et éclairer la perception plus vague, mais plus fondamentale, de l'efficacité causale. On sent la présence massive et résistante de la pierre qui vient du passé, on interprète l'un par l'autre. D'accord. Mais cette association, cette référence symbolique, elle n'est pas infaillible. C'est là que peut se glisser l'erreur perceptive. La vérité d'une perception, pour lui, elle se vérifie de manière pragmatique, par la cohérence générale de notre expérience et par l'efficacité de notre action dans le monde basé sur cette perception. Ça change complètement la perspective sur ce que c'est que de voir quelque chose. Et du coup, quitte de l'espace et du temps dans tout ce système. Fini l'espace-boîte et le temps horloge universel de Newton, j'imagine. Ah oui, complètement rejeté. À la place, il propose le concept du continuum extensif. Bon, c'est un concept assez difficile, il faut l'avouer. On essaye quand même. Disons que c'est un schème très général de toutes les relations de connexion possibles entre les choses. Être partie d'eux, recouvrir, être en contact avec, etc. Ce schème relationnel est plus fondamental que l'espace et le temps qu'on mesure avec nos règles et nos horloges. C'est une sorte de potentialité relationnelle universelle, une structure de comment les choses peuvent être connectées. Et ce sont les entités actuelles, par leur processus de devenir, qui viennent atomiser ou découper réellement ce continuum potentiel. L'espace et le temps concret émergeraient donc de l'activité même des entités actuelles qui découpent ce continuum. C'est exactement l'idée. L'atomisation du continuum par les entités actuelles, c'est sa temporalisation. Le temps advient par quanta d'expérience, par ces gouttes que sont les entités actuelles. Ce qui mène à sa fameuse théorie épocale du temps. Le temps n'est pas un flux continu qu'on pourrait diviser à l'infini, mais une succession d'époques minimales de devenir. Chaque entité actuelle est une petite époque. Tout cela est vertigineux et ça nous mène presque naturellement à la question de Dieu. Comment Dieu s'intègre-t-il dans ce tableau si particulier? Ce n'est probablement pas le Dieu créateur tout-puissant de la tradition monothéiste classique. Effectivement, c'est très différent. Dieu, chez Whitehead, est aussi une entité actuelle. Mais attention, il est unique. Il est dit primordial et non temporel. Dans un certain sens, c'est complexe. Surtout, il a une nature dipolaire. Deux aspects. D'un côté, il y a ce que Whitehead appelle sa nature primordiale. C'est-à-dire? C'est l'ordre initial et abstrait de toutes les potentialités pures, de tous les objets éternels. C'est comme un immense réservoir infini et ordonné de toutes les possibilités imaginables. Et cette nature primordiale, elle fournit à chaque nouvelle entité actuelle qui émerge dans le monde son but initial. Initial aim. C'est une sorte d'impulsion de départ, une orientation vers la meilleure réalisation possible pour cette entité dans son contexte particulier. C'est un principe d'ordre, mais aussi d'attraction vers la valeur, la beauté, la nouveauté pertinente. D'accord. Dieu comme source des potentialités et comme celui qui donne le coup de pouce initial vers le bien. Et l'autre pôle de sa nature? C'est sa nature conséquente. Et là, Dieu n'est plus abstrait, mais il devient concret. C'est l'aspect de Dieu qui ressent activement et accueille en lui-même les expériences achevées, les satisfactions de toutes les entités actuelles qui ont vécu dans le monde temporel. C'est l'aspect de Dieu qui est en interaction constante avec le monde, qui est affecté par lui, qui évolue avec lui. Donc Dieu est influencé par le monde. Oui. Et en intégrant ces expériences finies dans sa propre vie, Dieu les sauve de la perte totale de ce fameux périssement perpétuel, perpetual perishing, dont on parlait. Il tisse les accomplissements du monde, même les plus humbles, dans une trame vivante et éternelle. C'est un peu le royaume des cieux revisité, si on veut. Donc Dieu est à la fois à la source de l'ordre potentiel et le réceptacle compatissant de ce qui s'est réellement accompli dans le monde. C'est une vision très interactive, très interdépendante de Dieu et du monde. Absolument. Dieu et le monde sont en interaction constante. Ils se conditionnent mutuellement, ils ont besoin l'un de l'autre.
Dieu a besoin du monde pour avoir une expérience concrète et le monde a besoin de Dieu pour son orientation initiale vers la valeur et pour que ses accomplissements ne soient pas perdus à jamais. C'est une vision très processuelle, même pour Dieu. Et cette conception de Dieu est directement liée à la mission que Whitehead assigne à la philosophie elle-même. Et quelle est cette mission, finalement, pour lui? Pour Whitehead, la philosophie doit chercher à formuler les idées les plus générales possibles, celles qui s'appliquent vraiment à tous les aspects de notre expérience, sans exception. C'est une quête de cohérence logique et d'adéquation aux faits, mais qui doit rester une aventure jamais achevée, jamais dogmatique. Elle doit être spéculativement audacieuse, oser penser grand, mais toujours rester humble, prête à se corriger face aux faits et à la rigueur logique. Un de ses grands rôles aussi, c'est de nous aider à dépasser la perspective limitée et souvent biaisée de notre propre conscience subjective pour essayer de saisir la totalité, la grande connexion des choses. Et il voulait aussi réconcilier la science et la religion, c'est bien ça. Oui, c'était un objectif majeur pour lui. Pas en les opposant, ni en subordonnant l'une à l'autre, mais en essayant de les intégrer dans un schème rationnel unique, plus large. Pour lui, l'expérience religieuse, le sentiment du sacré, c'est une donnée d'expérience humaine, au même titre que les données scientifiques. Et la philosophie doit pouvoir interpréter et comprendre toutes ces données, les intégrer dans une vision cohérente du réel. Si on essaie de résumer l'idée la plus marquante peut-être de Process and Reality, ce serait donc vraiment ce basculement d'un monde vu comme fait de choses statiques à un monde vu comme un tissu de processus dynamiques. Je crois que c'est vraiment ça, oui. Le remplacement radical d'une métaphysique de la substance par une métaphysique de l'événement, du devenir, du feeling, de la relation. Tout est flux, tout est interconnexion, tout est émergence à partir du passé et orienté vers un futur. Chaque instant est une petite création qui hérite, qui ressent et qui contribue à la suite. C'est une vision incroyablement organique et dynamique de la réalité. C'est une pensée qui demande un vrai effort pour y entrer, c'est sûr. Mais on voit bien comment elle peut résonner avec des questions très actuelles. La relation corps-esprit, par exemple, la nature du temps, ou même l'écologie pensée en termes de relations et de processus interconnectés, ou encore l'émergence de la conscience. Tout à fait. Même si certains concepts sont ardus, l'intuition fondamentale d'un univers qui est foncièrement relationnel et en constant devenir, ça reste, je trouve, très puissant et très pertinent aujourd'hui. Pour finir, peut-être laisser une dernière idée de Whitehead à méditer. Il considérait que le mal fondamental dans notre monde temporel, le problème intrinsèque, c'est son caractère évanescent, le fait que tout passe, que chaque moment est à peine advenu, qu'il est déjà perdu, ce fameux périssement perpétuel. Exactement. Et la question profonde qui en découle pour lui, c'est la nouveauté, l'avancée créatrice du monde, est-elle possible sans cette perte constante, sans cet effacement ? La réponse qu'il esquisse, notamment à travers la nature conséquente de Dieu, suggère une possibilité, une forme d'espoir peut-être. Laquelle ? Que ce qui est accompli, ce qui a eu de la valeur dans le flux temporel, ne soit pas totalement perdu, mais soit recueilli, tissé dans une permanence plus vaste. Une sorte d'éternité durable, everlastingness, qui préserve et valorise la fugacité elle-même, en l'intégrant dans la vie divine. Une invitation à réfléchir à ce qui demeure au cœur du changement, à la valeur de ce qui passe et à la possibilité d'une création qui n'efface pas, mais qui peut-être enrichit quelque chose de plus grand. Cela conclut notre exploration, forcément partielle, des idées clés de Process and Reality d'Alfred North Whitehead.